Je voudrais aussi saluer les intervenants. C'est le professeur Dert, le professeur Sambre, coordonnateur des réseaux d'école doctorale, le professeur Vidal, représentant de l'UVRD. Afrique de l'Ouest de l'AUF, Dr Laurent, professeur Sambre, coordonnateur du réseau des écoles doctorales de l'UCAD. Je voudrais donc, en qualité de responsable de cette tâche d'organisation de la fête de la science, remercier au nom du comité d'organisation du réseau doctoral tous les invités d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette première édition de la fête des sciences. Le représentant du directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'AUF, chers collègues directeurs d'école doctorale, chers professeurs, chers étudiants, c'est vraiment un honneur pour moi, représentant de l'IRD au Sénégal, d'être à cette tribune aujourd'hui, et je voudrais très sincèrement remercier les organisateurs d'avoir pensé à nous associer à cette manifestation importante pour l'IRD à plus d'un titre. Vous savez que l'IRD, c'est un organisme de recherche public français. Donc, qui dit recherche dit production de connaissances, mais on ne disjoint pas, pour rejoindre les propos de mes prédécesseurs, cette production de connaissances, de leur transmission. Donc, en plus de ce travail de production de connaissances, on souhaite être aussi au cœur de la formation, de la transmission des connaissances auprès des étudiants, et aussi, troisième pilier de notre action au Sénégal en particulier, dans la valorisation des résultats de la recherche. Je pense que ce triptyque est essentiel, recherche, formation, valorisation, et d'une certaine façon, cette fête de la science, et je précise que la science n'est pas incompatible avec la musique, on peut travailler en musique. Chers doctorants, doctorantes, c'est au nom du directeur du Bureau Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie que je prends la parole pour premièrement traduire sa reconnaissance d'être associé à cette importante manifestation. C'est vrai que les doctorales et la fête des sciences qui ont été programmées au sein de ces doctorales constituent des événements majeurs structurants que nous soutenons au niveau de l'agence universitaire. Depuis quelques années, nous avons senti le besoin de mettre les écoles doctorales d'une même université ensemble, parce que souvent, même les procédures d'inscription, de soutenance, de conduite d'une thèse peuvent différer d'une école doctorale à une autre au sein de la même université. Et donc, nous avons senti vraiment ce besoin d'amener des écoles doctorales de la même université à se parler. Et c'est pour cela que depuis 2014-2015, nous avons commencé une action de structuration
de création de ce que nous avons dénommé collège des écoles doctorales. Et donc c'est avec une grande joie, une grande fierté que nous remarquons la dynamique qui s'est enclenchée au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, pour participer à cette fête des écoles doctorales. Alors le plaisir est d'autant plus grand que lors de la naissance des écoles doctorales dans les années 2007-2008, sous l'impulsion de l'ancien recteur de l'université, le professeur Abdou Salam, et sous la direction effective du professeur Ben Kourebaï, qui était directeur de la recherche, j'ai eu l'honneur d'être le premier directeur de l'école doctorale, le directeur fondateur, je dirais, de l'école doctorale, physique, chimie, sciences de la Terre, de l'univers et de l'ingénieur, PCSTUI. Alors donc, je vois que maintenant il y a un collège des écoles doctorales, donc il y a un grand chemin qui est parcouru, et je vois que c'est dans un sens très positif, parce que nous, quand on commençait les écoles doctorales, on n'avait aucun moyen, il n'y avait rien, on était obligé de tout faire par nous-mêmes. Parasitaire des poissons, j'insiste parasitaire parce qu'il y a d'autres germes pathogènes qui sont des bactéries, des virus, des champignons, etc. Mais ici, je vais vous présenter uniquement les symptômes de maladies parasitaires, donc des maladies dues à des parasites, parce que les symptômes sont externes et ça se voit mieux pour quelqu'un qui ne connaît pas la pathologie des poissons. Pathogène direct, c'est-à-dire l'action même du parasite sur son hôte. Et vous avez vu que tous les organes du poisson peuvent être atteints, depuis les téguments jusqu'aux organes les plus internes, y compris même au niveau du sang, donc disons dans la circulation sanguine. Mais c'est une question qu'on va essayer de prendre sérieusement en fait, parce que l'aquaculture, c'est une donnée majeure aujourd'hui qu'on ne peut pas faire. On développe l'aquaculture, la mer, il faut protéger la mer, etc. Et je voudrais qu'on sache qu'à cause de ces maladies que l'on découvre et qui potentiellement peuvent être transmises à l'homme, on a une notion maintenant qui s'appelle One Health. One Health, c'est la santé des animaux et la santé de l'homme sont indissociables. Donc ça aussi, chers doctorants, chères doctorantes, ça permet d'agrandir les réseaux, de savoir que cette notion de One Health est extrêmement importante. Si la connaissance, quand vous êtes ignorant, vous ne pourrez jamais aller au paradis. Un médecin ignorant, il est pire qu'un bourreau. Un exemple. Hein, il est pire qu'un bourreau. Un bourreau, il tue une fois. Le médecin, il va tuer 1000 fois par son ignorance, par son incompétence. Ici au Sénégal, je me suis donné comme projet de contribuer à la recherche de solutions à certains problèmes. Alors, le premier problème, c'était la vulgarisation des mathématiques. Et quand je suis arrivé, les 2 premières années, on avait quelques 400 étudiants en MP1. 7 ans plus tard, même 5 ans, on n'arrivait plus à avoir 80 étudiants en MP1. Ça a posé problème. Pourquoi les étudiants fuient les matières scientifiques? Et sans les mathématiques, nous n'avons plus de raison d'être parce que c'est ce qu'on enseigne. On avait organisé des tournées dans certains lycées de Dakar avec Mme Salimata Diagne, Maguette Thiam à l'époque, certains collègues. On a rencontré des étudiants, des enseignants pour leur dire qu'on ne vous demandait pas de recruter des génies. Pour orienter un étudiant en MP,
S1, il lui fallait demander une note, je ne sais pas, de 14, etc. On ne demande pas de recruter des génies. Ce qu'on demande, c'est de prendre des cancres et à la sortie, faire des génies. Mais quel est le mérite d'un enseignant qui prend un génie? C'est quand même une communication un peu plus longue, mais je vais le résumer, je vais commencer par la conclusion. Juste pour vous dire que c'est important tout cela, mais c'est important également de pouvoir le valoriser. Donc comment faire pour protéger cela? C'est ça en fait l'objet de la communication. Mais ça ne sera pas long, c'est juste une... Donc la présentation sera structurée de la sorte. Donc je vais d'abord parler des codes correcteurs d'erreurs, après de la cryptographie basée sur les codes et de ce qui nous a motivés. Après je donnerai quelques définitions et je présenterai nos résultats. Alors je pense qu'on va combiner les deux. On va combiner les deux et vous aurez la complexité même de l'équation aujourd'hui sur laquelle travaillent les astrophysiciens. Voilà, on va regarder ensemble les écrans pour voir les différentes étapes de la réalisation, comment le monument a été construit étape par étape. Et là, vous voyez, donc, on va bientôt voir le poignet de l'enfant que voici, qu'on va voir sous un autre angle. Voici la maman et les deux pieds de la maman qui sont très imposants, que vous voyez par ici. Alors ça, c'est une partie de la tête du papa. Et là, on commence à poser la statue sur le socle, la grosse pierre. La maman est là. Alors, la maman de dos que vous voyez par ici. Là, c'est l'enfant qu'on prépare entre les doigts de son papa. Et vous allez bientôt le voir. La tête de l'enfant est là, sous un autre angle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser l'enfant sur le bras de son papa. C'est ce que vous allez voir tout de suite à l'image. En parlant du papa, le voici. Donc ça, c'est la tête du papa que vous voyez ici. Là maintenant, c'est presque la fin des travaux. Vous étiez là tout à l'heure, avant d'entrer à l'intérieur du monument. Actuellement, on est dans cette salle que vous voyez là, avant la fin des travaux. Là, c'est presque la fin des travaux avec quelques poches qui restent. Et là, c'est des compartiments que nous allons visiter tout à l'heure.
tout ça, c'est des salles que nous avons visitées tout à l'heure. À la fin de la construction, vous avez ce que vous voyez en face de vous, le monument de la Renaissance africaine. Celui qui avait tout imaginé, c'était l'ancien président du Sénégal, Maître Wade, que vous voyez tout à fait à gauche, et à l'extrême droite, en casquette bleue, Pierre Goudiaby Atepa, son architecte conseiller. Ici, c'est une colline, il n'y avait qu'un bunker, un bâtiment militaire. Regardez, l'image va passer très vite. Il n'y avait que ça au début, avant le monument. Ensuite, on l'a détruit. Et là, on commence à creuser les premiers coups de pioche. 6 mètres de profondeur pour la fondation. Donc là où nous posons nos pieds, il y a 6 mètres de profondeur pour la fondation. Vous voyez juste par ici. Et vous voyez, les ouvriers sont en train de s'atteler à la tâche, lentement mais sûrement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est le premier niveau du monument, là où nous sommes. On va tout de suite voir le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, ce que vous voyez ici. Alors ça, c'est le bâtiment au complet. Voici le bras de l'enfant. Ça, c'est le visage de la maman. La coiffure, le bras de la maman. La coiffure de la maman. Et là, vous avez le bras du papa qui s'apprête à tenir sa femme. Et maintenant, on commence à poser la statue sur le sol. Donc, les travaux se déroulent ici. J'avais débuté les explications par ici. Alors, derrière vous, il y a une partie de l'histoire de l'Afrique. Il y a quelques grandes figures dont vous reconnaissez les visages. L'abolition de l'esclavage symbolisée par cette statue que vous voyez ici. Après l'esclavage, il y a une autre forme de domination du blanc sur le noir, de la colonisation, avec l'apparition de quelques grandes figures noires. Là, vous avez Martin Luther King, la période de la ségrégation raciale. Là-bas, vous avez Toussaint Louverture, le premier noir à avoir réussi à proclamer l'indépendance de son pays, avant même l'abolition de l'esclavage. Haïti, la première république noire à être indépendante. Là, quelques grandes figures. Et parmi eux, Damas, très connu dans le monde francophone, qui était un ami à Senghor. Là, vous avez des panafricanistes. Parmi eux, Marcus Garvey, qui a été le premier noir à avoir invité les Afro-Américains à déserter l'Amérique afin de retourner chez eux, l'Afrique, leur continent d'origine. Mais le genre de discours qu'il développait à l'époque dérangeait tellement les Blancs américains qu'il fut chassé de l'Amérique parce que c'était un citoyen jamaïcain. Il était obligé de s'exiler en Angleterre où il est décédé. Là, vous avez quelques images des Première et Deuxième Guerres mondiales, mais cette photo est très symbolique. Vous voyez, c'est la France qui faisait la guerre à l'Allemagne, mais si vous regardez, seuls les Noirs sont en première ligne. Président, vous aurez le temps de bien lire quelques paires des indépendances que vous voyez par ici. Alors, je vais choisir 2 personnes pour me dire qui c'est celui-là. Pour ceux qui savent, s'il vous plaît, ne dites rien. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. C'est qui? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Oui. S'il vous plaît. Vous parlez de qui? Monsieur, s'il vous plaît. Avec la bouteille. Venez, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui savent, s'il vous plaît, ne dites rien. Madame, qui c'est? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ils sont juste. Nelson Mandela. Voilà. Qui c'est celui-là? Celui-là. Elle peut se tromper. Non, celui-là. Ah, celui-là. Vous êtes sûr? Ils sont trop jeunes. Samuel Doe. Hein? Samuel Doe. Ils sont trop jeunes. Qui c'est celui-là, s'il vous plaît? Il n'y en a pas mal. C'est Nelson. Je veux quelqu'un qui trouve. Ça a l'air d'être Nelson Mandela. Une autre proposition. Lumumba. C'est Lumumba. Lumumba. Nelson Mandela. C'est Mandela. Quelqu'un d'autre? Nelson. Mandela. C'est Nelson. Avec qui moi? Mandela, on l'a dit. Le président de quel pays? Le premier président de quel pays? Kenya. Comment vous l'avez su? Kenyatta. Comme ça, vous avez le nom du pays. On va garder. Comme c'est la visite complète, à partir du 3e étage, on revient ici. Et puis on prend l'ascenseur pour aller tout droit à la dernière étape au 15e étage. On va passer par là, merci. Voilà. Exposition. En face de vous, vous avez une exposition s'intitulant Sociosculpture. C'est fait par un Sénégalais du nom de Djibril Goudiaby. Et Djibril Goudiaby fait ici la représentation de quelques groupes ethniques du Sénégal.
Là, vous avez les deux lutteurs, ce sont les Sénégalais. La lutte d'une tradition chez eux. Deux femmes Jola ici dans un rite de fécondité qu'on appelle Kanyalé. Deux garçons Jola là-bas qui partent au bois sacré, vous les verrez mieux tout à l'heure. Celui qui est assis devant son balafon, c'est le balante. Voici le mandin, voici le berger poète. Et là, vous avez les gens du futur. L'artiste dit que dans le futur, si la science n'est pas bien maîtrisée, dans le futur, avec le clonage et les OGM, les gens pourraient avoir cette morphologie, cette apparence. On va faire un tour ensemble, ensuite on prend les cours après, merci. Je vous présente mon dernier personnage. Là, c'est la salle présidentielle. C'est ici même Grand. C'est un groupe ethnique au Libéria. Je vais vous déranger un peu. Vous allez reculer de l'autre côté. Merci beaucoup. Là-bas, vous avez la donation du Mali, l'échelle d'Ogon du Mali. En face de moi, vous avez un fragment de la porte du non-retour qui nous vient de Ouida. Ouida au Bénin, c'est comme l'île de Gorée au Sénégal. L'échelle du Ghana. Là-bas, vous avez le masculin culture du Burkina Faso. Et par ici, vous avez la tapisserie de Thiès Sénégal. Oui. La tapisserie de Thiès Sénégal. Là, vous avez la nappe qui nous vient de la Mauritanie. Les meubles sont du Sénégal. Après les photos, on va aller au 3e étage. Là, vous avez les 4 présidents sénégalais. Le First Senegalese President, Miss, the First Senegalese President. Le premier Senghor, le first Senghor. Le deuxième Diouf, le second Diouf. Le troisième Wade, le third Wade. Et le quatrième Macky Sall, le current president Macky Sall. Là-bas, vous avez Martin Luther King, I Have a Dream. Ici, c'est Obama, Yes We Can. Can you join me? Entre la porte du nord-retour de l'île de Gorée. Okay. Là, vous avez 2 tableaux sans titre, interprétation libre. Can you come? Un tableau, s'il vous plaît. Là-bas, c'est Afrique, la terre-mère. Voilà, prenez les photos, ensuite je vous explique un peu les détails. Quelqu'un peut se mettre là-bas, s'il vous plaît. Merci. On est au 3e étage dans la salle du trône. Là, c'est la place du roi, l'autre c'est pour la reine. Ces 2 grandes cordes et ces 2 chaises constituent un cadeau de l'Angola à la Renaissance africaine. C'est des objets d'art authentiques, originaux. Monsieur, après vous allez filmer, s'il vous plaît. Venez un peu par ici. Voilà, pour le monument que vous voyez là-bas, retenez bien, l'enfant à lui seul, il fait 20 tonnes. La maman, 70 tonnes, le papa, 100 tonnes, 190 tonnes pour la famille. La statue, c'est en cuivre. La grosse pierre, le socle, fait 6810 tonnes de béton armé. Le socle plus la famille, le poids total, 7000 tonnes. C'est une imagination de l'ancien président du Sénégal, Maître Wade, et c'est construit par des citoyens de la Corée du Nord. La pose de la première pierre, 15 avril 2002, fin des travaux, mars 2010, ça a pris 8 ans. Et là, vous avez une famille africaine qui sort des profondeurs de la terre pour aller vers la lumière, l'enfant pointe l'avenir. Sur le plan géographique, on l'a orienté vers la direction de la Statue de la Liberté de New York. Les deux se font face à face. C'est la plus grande statue au monde parmi celles qu'on peut visiter de l'intérieur. Celle-ci fait 52 mètres à partir du pied de la dame jusqu'à la tête de l'enfant. Celle de New York, 46 mètres, on a dépensé 12 milliards de francs CFA, 30 millions de dollars américains. La durée de vie de ce monument est de 1200 ans, 12 siècles. Ça veut dire qu'il peut rester là jusqu'à l'an 3210. Ce monument est la plus grande œuvre d'art construite sur la terre d'Afrique depuis plus de 2500 ans. Il faut retourner à l'époque des pyramides pour voir une œuvre d'art aussi grande que celle-ci construite sur la terre d'Afrique. Vous avez choisi votre sujet.
la recherche de services d'émergence. Les organisations internationales africaines et la gestion des conflits localisés. Les organisations internationales africaines et la gestion des conflits localisés. Conflits locaux. Et la gestion des conflits localisés. Ok, c'est bon, c'est bon. Abdul Salam. Le vote sujet à l'histoire. Le vote sujet à l'histoire. Ça va? Bon, on va essayer de se fermer. D'accord? Ça va. Le terme émergence renvoie à l'idée de jaillissement, ou tout au moins d'une apparition très furtive d'un objet dans un environnement donné. Et si on l'oppose au terme immersion, le terme émergence renvoie également à l'idée d'extirpation d'un corps donné dans un environnement où son maintien n'est plus souhaitable, peut-être même plus souhaité. Et s'il est possible d'immerger comme de s'immerger, on ne peut par contre pas s'émerger. Et c'est pour dire que l'action d'émergence est le fait d'un agent extérieur qui doit trouver les techniques et moyens nécessaires à la réussite de son entreprise pour faire émerger la chose immergée. Avec plaisir, je viens défendre les idées. Ce temps-là pèse bien dans cette société. Vous le disiez, mon vieux, l'homme est responsable de la vie sur terre. Soit vous êtes responsable, soit vous retirez la responsabilité. Et d'où vient cette responsabilité? C'est Dieu lui-même qui vous a donné la responsabilité. Il a dit dans le Coran, nous avons donné la responsabilité au ciel, il a refusé. Nous avons donné la responsabilité à la terre, il a refusé. Nous avons donné la responsabilité aux montagnes, elles ont refusé. Et c'est l'homme qui l'a mis. Et pourquoi il l'a mis? C'est parce que l'homme a été doté de raison, l'homme a été doté de science, l'homme a été doté d'un mental humain qu'il a mis à une position au-dessus de l'ange. Et quand Dieu dit aux anges, où est-ce qu'on a les maladies du loup Adam? C'est Dieu, il a dit. Et quand nous disons aux anges, prosternez devant Adam, et c'est prosterné. Et pourquoi les anges sont prosternés devant Adam? Adam a été créé de terre, l'ange a été créé de lumière. Adam était capable de faire du péché, l'ange était incapable de faire du péché. Et pourquoi l'homme se trouve au-dessus de l'ange? C'est parce que l'homme a été pur, originellement saint. L'homme a été créé pur. Mais cette société a tordu l'homme, il a tordu la matière. Et ce que disaient les alchimistes dans les rapports d'alchimie spirituelle, il voulait juste remettre les puretés, c'est-à-dire retrouver la matière et le mettre dans la pureté originale que Dieu l'avait donnée. Car l'homme, je le dis, a été créé pur. Mais cette société présente la pervertie. L'homme a plié son rouge. Et les lois religieuses, ou bien la religion en tant que telle, son rôle, c'est quoi? C'est de revenir et d'infuser les lumières spirituelles, de reconnaître, ou bien de donner l'âme qui avait dit Bala. Quand Dieu avait dit aux âmes, ne suis pas votre Seigneur. Toutes les âmes avaient dit oui, vous êtes notre Seigneur. Et si vous êtes présent dans cette terre, si vous êtes présent sur cette terre, c'est parce que vous avez traversé des milliers de probabilités d'existence. Ah oui. Aujourd'hui, un thème ne pouvait pas être plus important que celui-ci, à savoir la recherche au service de l'émergence. Même si le concept de pays modèle n'existe pas sur la scène internationale, force est de reconnaître que les États qui ont émergé ont utilisé la notion de recherche pour aller de l'avant. Ah oui. Il ne peut y avoir d'émergence sans recherche basée sur l'éthique.
sans laquelle toute recherche est vouée à l'échec. Mais la recherche, il peut y avoir plusieurs définitions, mais nous pensons d'une manière très simple et accessible que la recherche peut être entendue comme un ensemble de moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre afin d'obtenir un résultat qu'on s'est préalablement fixé. Ah oui. Et l'émergence. L'émergence comme un progrès, quel que soit le domaine dans lequel on évolue, quel que soit le domaine dans lequel on s'active. Ah oui. Aujourd'hui, le monde est considéré comme un village planétaire. Par conséquent, aucun pays n'a le droit de rester à la périphérie. C'est donc dire toute l'importance de la recherche pour mettre en évidence cette allégorie pour les uns ou métaphore pour les autres. Ah oui, même si un éminent écrivain camerounais considère que même si le monde est un village planétaire, l'Afrique est à la périphérie, moi je pense tout à fait le contraire. Je ne suis pas d'accord avec cette éminence. Ah oui. Le professeur Cheikh Anta Diop, que je considère moi comme l'égyptologue noir. Le professeur Cheikh Anta Diop qui a réussi à décrypter les mystérieuses écritures qui ont été cryptées dans les pierres tombales et pharaoniques de la préhistoire. Donc, il a eu à participer au développement de la science la plus profonde. Ah oui, chère assistance, sur le plan international, il faut qu'on s'intéresse à la Chine. La Chine qui a réussi aujourd'hui à utiliser ses ressources humaines, ce qui lui a permis d'occuper la place économique la plus importante actuellement dans le monde. Si la Chine a réussi à placer dans une certaine mesure ou à être présente dans une certaine mesure en Afrique, en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, c'est parce que tout simplement elle a misé sur la recherche et la recherche a donné ses fruits. Ah oui, le Japon, premier pays au monde en matière technologique. Actuellement, quand on parle de matériel électronique, le premier réflexe, la première question qu'on se pose, est-ce que ça vient du Japon? Cela veut dire que le Japon n'a utilisé que la recherche pour arriver à ce stade de développement. Chers membres du jury, permettez-moi de titiller un peu la doctrine. Je vais parler des juristes, des littéraires et un peu de philosophie. Concernant les juristes, Antoine Saint-Exupéry qui était un grand scientifique disait: le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation du devoir. Quel devoir? La recherche. Je vous remercie. Historique. C'est-à-dire à la sortie d'ici, j'aimerais que sache que le vote n'a pas pris essence, il n'est pas une invention qui serait propre à notre temps, qui ferait honneur à notre génie inventif. Et ce phénomène a été créé depuis les périodes antiques. De facto, un sujet à l'histoire. Pas controversé, parce que son histoire est claire. En réalité, le vote a pris naissance durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Durant cette période, on a attesté l'avènement de nouvelles sociétés, organisées autour de l'idée politique, dont le choix tout à fait conditionné par la force naturelle, car par décision collective. Cette deuxième perspective donnera lieu à des séries d'élections organisées sur la base d'un droit, et notamment celui du vote. Et ce fil, c'est dernier qui va dominer la chaîne politique jusqu'à nous. Donc le vote est important, ou était important dans toutes ces sociétés anciennes. Vous ne m'avez pas entendu parler de l'Afrique noire. Le vote de Suisse ne nous permet pas, en effet, de formuler des hypothèses. Même si un certain Patrick Pointet s'est attelé à travers son document contributif à l'élaboration du dictionnaire du vote, élaboré que le peuple vacant. C'est quoi ça? Le peuple vacant, c'est un qui réside là. C'est que ce peuple faisait usage du vote pour décider sur le fonctionnement étatique de leur attitude. Et comment? Parce que là, on ne connaissait pas le notion de citoyen. Des notions qui sont propres aux sociétés classiques. C'est pas la Grèce et là. Les initiés, les frères de l'Anglais, les mandats
c'est-à-dire les hommes qui ont mis à embrasser le français dans ces entités. Ce sont ceux-là qui se retrouvaient et décidaient du fonctionnement de l'État. Comment? C'est pas bon. Là, ce n'est ni le vote par main levée, ni le vote par bulletin, mais un vote par déplacement. Et toutes ces séquences historiques se sont déroulées dans le passé. C'est ce point particulier que je suis intervenu pour vous faire part de cet aspect particulier selon laquelle on est suivi à histoire. Grâce à un phénomène qui n'est pas né avec les sociétés modernes, mais avec les sociétés antiques. Je vous remercie. Cette leçon est apprise. Et je les ai gardées. Quand je dis des choses qui font plaisir à l'autre, il est le premier à être conscient du fait que ce que je dis est vrai. Même si ça peut paraître extraordinaire, il sait que c'est vrai. Et on le dit. Et ce que je suis en train de dire là est vrai, puisqu'ils sont là. J'invente rien du tout. Pape Fali, qui a réussi des choses extraordinaires dans ce pays, c'est le directeur général de l'agence de sécurité sénégalaise. Au moment où les gens cherchent à faire des emplois, personne n'est capable de le faire. Au moins, il a fait en sorte que ce gouvernement parvient à avoir au moins plus de 10 000 emplois. Mais je crois que honnêtement, c'est quelqu'un à applaudir. Et il n'a pas honte, il a accepté d'être ami. Et il est docteur en criminologie, avocat au barreau de Paris. Il se donnait de son temps pour nous honorer de sa présence. Encore une fois, merci Pape. Mon collègue et ami, le professeur Cabral, directeur de l'école doctorale, JPEC, président du comité d'organisation de ce doctorat. J'ai juste envie de dire, tout début est difficile. C'est tout à fait vrai, puisque c'est les premières éditions des doctorats. Il y a eu quelques voix. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tout le plaisir que nous avons eu à participer à ce doctorat. Et on a eu vraiment des moments extraordinaires. La Cité de la Science en est un exemple à suivre. Encore une fois, félicitations, chers collègues. Vous vous êtes battus, il faut le dire. Monsieur le coordonnateur, merci pour votre accompagnement. Vous êtes un excellent aîné. Il faut dire les choses par leur nom. Voilà. On doit parler de la violence pour ensuite donner la parole au professeur Cabral, économiste, qui nous parlera d'économie. Mais la plupart d'entre ceux qui sont là vont parler de violence. Et c'est là où, comme je l'avais dit, en guise d'introduction, je modère, mais je devais faire partie des panélistes. Mais des personnes autorisées sont là pour dire des choses qui vous accrocheront. Donc je faisais juste quelques mots par rapport pour ouvrir le débat et donner la parole à qui voudra le prendre. Vous savez, souvent on parle de violence, et quand on parle de violence, on parle de violence, de la violence. Mais la question qu'on va se poser, est-ce qu'il existe une seule forme de violence? La violence doit être, me semble-t-il, abordée au pluriel, puisque simplement il y a une pluralité de violence. La violence n'est pas une. Elle est pluridisciplinaire. Vous me comprenez. Ce qui fait que les sociologues ont beaucoup travaillé sur ces questions de violence. Le dernier ouvrage que j'ai écrit porte sur culture, crime et violence, une étude qualitative qui travaille sur l'articulation entre culture, crime et violence. C'est une étude qualitative. Mais toute étude qualitative demande à être complétée par une étude quantitative. Je vais intervenir en 3 ou 4 rubriques. Par rapport à la violence, je pense que mon collègue, le professeur Sow, connaît bien Mahatma Gandhi. J'utiliserai son image et vraiment ce qu'il a dit de la violence, c'est-à-dire son antonyme, donc la non-violence. Il pense qu'il n'y a pas plus violent que la pauvreté. Donc,
Mahatma Gandhi, beaucoup de gens pensent que sa non-violence, elle est physique. Mais pour lui, la non-violence, ça n'est pas physique. Il parle de la pauvreté comme de la non-violence. Parce que la pauvreté, elle déshumanise, elle déshonore. C'est vraiment cela la violence. Donc la violence, c'est un terme qu'on peut considérer, comme disent les spécialistes qui ont rapport au terme, c'est un hyperonyme. Un hyperonyme extrêmement complexe. J'ai trouvé que l'être humain, en dehors même de la littérature, était mu par le désir, c'est-à-dire le besoin d'aller satisfaire des besoins. Et ces besoins, c'est la nourriture, c'est la sécurité, c'est la reproduction, essentiellement. L'animal, c'est ça qui le fait se mouvoir. L'être humain aussi, qui est un animal. Et donc, la ressource étant souvent en petite quantité, la ressource en nourriture, la ressource en sécurité et la ressource en dame, en femme, je reviendrai sur le fait que la violence est un phénomène naturel, puisque violence, n'est-ce pas, vient de la même racine latine que la vie et que la force. Les trois sont dérivés de vis. Vis, viris, vis, vires, virium, ça c'est le latin. Et ça a donné vita, la vie, et ça a donné violentia, la violence. La vie et la violence sont impliquées de façon inséparable, n'est-ce pas? Entre les règnes, donc violence entre animaux. La violence humaine est un phénomène culturel. L'homme est un animal dénaturé. Nous avons fait par le pacte social, nous renonçons à notre violence, mais nous n'y renonçons pas définitivement parce que souvent nous nous chicanons, nous nous faisons la guerre entre pays, entre régions, entre ethnies, entre... Les exemples foisonnent, je n'insisterai pas dessus. En effet, je n'ai pas eu l'occasion de venir avec des ouvrages, car moi-même, ma thèse de troisième cycle et ma thèse d'État portent sur une partie très marquée par la violence en Afrique, l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud. C'est ce pays où chaque 17 secondes, une femme est violée. Chaque 7 minutes, n'importe quoi, et dans n'importe quel contexte. Et c'est le cas. Ce qui veut dire que le dernier ouvrage que j'ai publié, qui porte sur l'histoire de l'intégration économique des Noirs en Afrique du Sud, de la race à la classe, abordant un peu la problématique de l'altérité, des questions identitaires sous l'angle racial, sous l'angle des classes, et qui est ponctué de violences, de tueries et de crimes, et même l'utilisation de la culture comme arme qui justifie et légalise la violence, légitime la violence. C'est encore plus grave. Les morts, dans une société où toutes les religions révélées disent qu'il faut saluer la mémoire, il faut connaître la mémoire des morts, on ne les insulte pas. Même le jour, quand on en parle, on fait de bons témoignages, on se tait. On ne les épargne plus. Finalement, si vous regardez ces formes de discussion-là, aucun Sénégalais n'est bon. Nous sommes tous de mauvais types. Marabouts, politiciens, universitaires, tous. L'universitaire qui avance vite est un gars suspect. Le politicien est un PD ou il est un franc-maçon ou c'est un tricheur. Voilà, le marabout, en vérité, il prononce ce qu'il ne fait pas. Mais c'est un homme qui aime bien la femme, qui aime l'argent, qui aime ceci ou cela. Mais quand un pays marche comme ça, c'est défini, il définit ces hommes les plus valorisés ou qui semblent être les plus valeureux de la sorte, et vous pensez que cette société-là n'est pas violente, et vous attendez à la société des développements extérieurs, pacifiques ou paisibles, c'est parce qu'on se voit la face et on n'accepte pas de prendre le tour par les cornes, et c'est là où la bombe à retardement peut exploser de la façon la plus dangereuse, la plus grave. Je pense que la meilleure façon, c'est aujourd'hui de regarder la réalité, accepter de l'affronter, en sachant également que nous sommes naturellement violents. Mais comment maîtriser cette dose de violence enfouie en nous pour que les dégâts ne puissent pas nous dépasser? Ce dont je voulais parler, il s'agit de jeunes, d'une catégorie de jeunes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été formés et qui n'ont pas de travail, ce que nous appelons l'élite. Dans ce travail, nous avons essayé au Sénégal de comprendre est-ce qu'il n'était pas possible pour l'État de mettre en place un programme de protection sociale pour lutter contre un segment de la population qui fait face à une violence. C'est d'être vulnérable et d'être pauvre parce que
rien n'est proposé comme programme de protection sociale. Je suis passé outre, voilà, sinon ça va être long, c'est ce qui veut en savoir plus pourront se l'approprier. Peut-être là, on pourrait interroger les statistiques. Lorsque nous prenons cette population, nous prenons la dernière enquête maintenant du Sénégal, c'est le cas de 2011. Nous notons que, en réalité, lorsque vous prenez les jeunes, la tranche 15 ans, 34 ans, ils sont 40%, 40,35 à être dans cette situation. Ni à l'école, ni formés, ni éduqués. Donc, toujours en train de conduire sur la place publique. En ce qui me concerne, je vais d'aborder l'angle réponse à la violence. Cela nous renvoie à la politique criminelle. Je rappelle que je suis criminologue de formation. La politique criminelle, c'est quoi? C'est l'analyse et la compréhension du phénomène criminel d'une part, d'autre part, les réponses à ce phénomène. Pour analyser le phénomène criminel, vous l'avez si bien dit, le phénomène, c'est quoi le phénomène criminel? J'ai entendu le professeur Kiam parler des 3 I. Je pense que ça renvoie à la délinquance, aux incivilités et à la déviance. D'autant plus que quand on parle de phénomène criminel, les gens pensent toujours au concept juridique de la délinquance traditionnelle. Mais ce qui est plus agressif, c'est le phénomène qui n'est pas visible. On a parlé de violence physique, il y a la violence morale, il y a la violence économique, on disait, il y a même la violence écologique. On part à Dakar, le gasoil part dans tous les sens, les incivilités, ça part dans tous les sens, les ordures ménagères vont dans tous les sens, on ne peut rien faire. Que parfois on a même envie de taper, parce qu'on est agacé par ces situations-là. Donc le phénomène de la violence est multidimensionnel. Et cela nous renvoie sur le pourquoi. Ça a été expliqué depuis très longtemps en chronologie. Dans un premier temps, il y avait une première école qui était l'école de la justice absolue qui disait que l'homme fait ce qu'il veut. C'est le libre arbitre. L'homme fait quelque chose parce qu'il pense le faire. Plus tard, les gens se sont dit, mais on ne comprend pas. L'homme fait ce qu'il veut, mais l'homme aussi a une raison. Il est quand même plus que l'animal. Et après, les positivistes, ils ont parlé, non, il n'y a pas le libre arbitre, c'est le déterminisme. Donc l'homme n'agit pas, il est agi par quelque chose, par des facteurs qui sont endogènes ou exogènes. Donc il est motivé par quelque chose. Mais on avance. Finalement, la défense absolue dit que oui, maintenant il faut les réintégrer parce qu'ils sont possibles. Il est possible de les faire comprendre. Mais tout cela pour dire que l'homme est naturellement mauvais. Or, je l'avais dit dans son ouvrage, l'homme, Machiavel, vous savez, passé sous leur plume, il disait que l'une des raisons premières et principales de la construction des sociétés, c'est l'impossibilité pour les hommes isolés de résister à leurs semblables. L'homme est un loup pour loup. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, Hobbes ce qu'il disait. Pour montrer que nous sommes dans une société, le professeur lui parlait de tout à l'heure, l'homme est un animal dénaturé. Donc, pour montrer comment l'homme est complexe, comment le phénomène criminel est difficile à comprendre, il faut vraiment partir de connaissances pluridisciplinaires. Chacun avec son approche pour pouvoir apporter une réponse. D'où Ferry qui vient les facteurs pluriels. Pour dire que la compréhension est plurielle, il faut vraiment faire toutes les approches psychologiques, psychiatriques, sociologiques, bref, économiques, etc. Donc le phénomène de la violence est dans la même dynamique de compréhension. C'est-à-dire que chacun apporte sa réflexion et son approche pour pouvoir vraiment cerner le phénomène. Cela renvoie à quoi? Si le phénomène est là, il faut le mesurer. Aujourd'hui, qui peut nous dire au Sénégal la réalité du phénomène criminel? Vous voyez ce qui s'est passé tout dernièrement. Les violences
ils sont passés dans les véhicules, dans les stations-service, mais les gens sont levés en disant que oui, il y a l'insécurité au Sénégal, avec vraiment un postulat très banal. Comme disait le professeur Alisso, quand les choses commencent, chacun y apporte une réponse. Et je pense que c'est là où l'université a sa part de responsabilité. Parce que je pense qu'à un certain moment donné, les sachants doivent s'exprimer. Maintenant, à la justice étatique, par une intervention de l'État avec Weber disait monopolisation de la violence légitime appartient à l'État. Donc personne n'avait sa place. Et là, ça correspondait avec l'État-providence, que l'État qui savait tout faire. Et ce qui a amené un retard très important dans nos systèmes de réponse sociale. Parce que quand on dit que oui, mais ne touchez pas à la sécurité, ça appartient à la police, gendarmerie. Alors que le citoyen est le premier acteur de la sécurité. Il était lui-même acteur principal. Il avait la primauté de sa vengeance privée. On lui retire ça. Et on ne lui apporte pas quelque chose qui puisse substituer à une réponse idéale. Voilà la situation. Et finalement, les gens, ils ont fait appel aux sociétés privées de gardiennage. La sécurité marchande. C'est-à-dire, à l'absence d'assurer ma sécurité, il faut faire appel à la sécurité personnelle privée. Mais ça crée une sécurité à double vitesse, des pauvres et des riches. Alors que l'État qui se dit monopole, avoir le monopole, ne parle pas. Et après, on avance. Quand on avance, on a, à un certain moment donné au Sénégal, on a créé des polices municipales. Et on a dit que oui, mais bon, qu'est-ce que les maires viennent faire dans la police, etc. Et puis avec les questions budgétaires, c'est parti. Maintenant, on est allé même parler de la remise de la peine de mort pour montrer comment les gens sont désemparés sur la stratégie. La peine de mort doit revenir. Et on sait que ça a été appliqué 2 fois au Sénégal en 1967 avec la mort de Demba Diop et avec la tentative d'assassinat de la sénateur par Abdou Dafa Faye et puis avec Moustapha. C'est les 2 fois. Jusqu'en 2004, ça n'a jamais été appliqué. De ne pas voir à l'université un centre de sciences criminelles, un centre de recherche, d'études et de recherche sur la sécurité, parce que la sécurité n'est pas la police. Ici, la sécurité, quand on parle de la sécurité, les gens pensent automatiquement à la police, à la gendarmerie. La sécurité est une science susceptible d'être analysée, observée et vraiment analysée. C'est là où on peut travailler et à la stratégie, on fait intervenir la police. Mais tout le reste, c'est du domaine universitaire. Tout le reste, la compréhension, l'analyse et la compréhension du phénomène, c'est le domaine universitaire. Mais comment voulez-vous que les choses marchent bien si on ne comprend pas, on n'analyse pas et on dit que vraiment on va apporter une réponse sur un phénomène que l'on ne maîtrise. Je vous exhorte à réfléchir ceci. Carl Gustav Jung, n'est-ce pas, page 443 de ma petite thèse, Carl Gustav Jung a dit « La vie est un champ de bataille. Elle l'a toujours été et le restera toujours. S'il n'en était pas ainsi, la vie s'interromprait. » C'est donc dans Essai d'exploration de l'inconscient au chapitre 7, l'âme de l'homme. Réfléchissez-y. Merci. Merci. Je crois qu'on a fait le tour de la table. En tout cas, moi, je suis satisfait de mes invités. Et je peux dire que très certainement, vous aussi, vous êtes satisfait de nos invités. Parce qu'il faut les applaudir. Je suis vraiment très content. Tout le monde est satisfait. Et encore une fois, on va se retrouver à la soirée de gala comme hôtel Océan vers l'aéroport, la direction de l'aéroport. Encore une fois, merci. Et du courage pour nos invités. Doctorant, docteur en pharmacie à la faculté de médecine de Dakar, qui va nous rejoindre avec son grand discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. À vos titres et distinctions, chers présidents, directeurs généraux des sociétés, directeurs d'institutions et représentants, chers partenaires, acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, je voudrais, à l'entente de mes propos, rendre grâce à Dieu
le décideur, de nous avoir permis d'être ici. À cette rencontre marquant la cérémonie de clôture d'une manifestation scientifique, cadre somptueux pour évaluer l'utile, un moment solennel pour y joindre l'agréable. Ce rendez-vous, synonyme de baisse des rideaux de la première édition des doctorales communes de 2016, revêt plusieurs symboles. D'abord, un moment de communication entre chercheurs experts, différents acteurs du monde socio-économique, puis un rituel qui a été un véritable creuset de réflexion et d'échange. À l'occasion de cette prise de parole, vous devinez aisément mon émotion. Donc les mois de retrouvailles riches qui se terminent et l'espoir d'un avenir encore plus radieux qui nous hante. À cette présente édition des doctorales communes, il m'est octroyé le devoir, la confiance, l'honneur et la lourde tâche de porter la voix de mes camarades au parloir en tant que représentante des doctorants. Je voudrais en retour exprimer ma sincère et profonde gratitude à toute l'assistance venue répondre à notre célébration. Ensuite, m'acquitter de cette tâche et saluer tout le monde, un exercice fastidieux certes, mais auquel j'ai accepté volontiers, me permettant de vous transmettre notre ressenti, d'énumérer quelques-unes de nos préoccupations avant de boucler par une motion de remerciement. Toutes nos félicitations. Merci aux doyens de l'UCAD, aux aînés qui sont venus encore une fois ce soir. Nous allons quand même donner la parole à M. Mamadou Sangaré, qui est le directeur de l'enseignement supérieur, qui va prendre la parole au nom de la tutelle certainement, mais aussi au nom de sa famille naturelle. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais d'abord, parce qu'il l'a dit, j'ai ici deux casquettes, donc au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui je pourrais souhaiter quand même être là aujourd'hui, parce qu'on avait une réunion, je lui ai dit que je dois assister au doctorat et il m'a libéré. Voilà, donc c'est dire tout simplement que le ministère accorde beaucoup d'importance à ces doctorats. Pour plusieurs raisons. C'est d'abord la culture de l'interdisciplinarité qui nous manquait. Il faut décloisonner les différents laboratoires. Il faut faire de manière que les différents chercheurs arrivent à se parler. Dans ma discipline, j'en sais quelque chose. Je l'ai dit la dernière fois que la mathématique, c'est un langage. Mais une langue, si belle soit-elle, quand elle n'est pas parlée, elle n'est pas utile. Pour la parler, il faut parler pêche, il faut travailler avec des thématiciens. On travaille maintenant avec des biologistes pour développer la biomathématique. D'ailleurs, il y a un master de l'Université Anta Diop de Dakar. Développer aussi des modèles de pêche. On l'a fait avec l'IRD, quand j'étais encore à la tête de l'Institut africain des sciences mathématiques. Togeba, il est pour beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui a élaboré le document où on avait voulu mettre en place une école de mathématiques avec des modèles, une école de pêcherie avec le collègue Chom Chao et l'école de santé dirigée par notre collègue Madame Dia, qui est à Hambourg. Avec l'Académie des sciences et une forte contribution de l'IRD, on a mis en place un laboratoire de nom de IMISCO, mais le tout s'appelait CIREM. C'est le consortium d'Instituts de recherche et d'enseignement d'Hambourg. C'était très agréable, mais malheureusement, on n'a pas tout réalisé, mais on voulait voir des mathématiciens qui peuvent se soigner, parce qu'avec l'école de santé, on voulait avoir un petit dispensaire, mais et puis la nuit, on mange des poissons. Pourquoi? Parce qu'il y a une école de pêche. Voilà. Bon, mais je crois que ça sera réalisé. Mais il faut aussi, peut-être ça peut être crié, que des mathématiciens, parce que notre seule source d'inspiration, c'était la physique. Mais maintenant, tout le monde peut influencer les mathématiciens, même les littéraires. Peut-être ça peut étonner.
Et encore une fois, un mot sur le programme. Marema Fall sera avec nous tout à l'heure. Les remises de prix également. Meilleur projet de l'éloquence. Nous allons aussi célébrer les aînés encore une fois de l'UCAD, ma thèse en 180 secondes également. Ce prix sera remis par professeur Salimata Wad. Mais d'abord, on va donner la parole à la talentueuse comédienne Amélie Dabo, que je vous demande d'applaudir. Merci. Les chiffres ont décidé d'organiser une soirée de doctoral. Et c'était qui le président de l'association? Vous savez, il marche tout droit. C'est l'orgueil, c'est la condescendance, c'est le panthéon des divinités gréco-romaines descendues sur terre sur un nuage brillant comme la dorure de vos tables. C'était très bien comme l'année dernière. Encore une fois, toutes nos félicitations. Nous allons vous laisser dîner tranquillement avant de revenir pour la remise des prix. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Marema Fall, qui va vous accompagner durant ce dîner. Marema Fall, qui a conquis, j'allais dire, le Sénégal avec son titre Femme d'affaires, qui a marché très fort, faudrait-il encore le rappeler, prix découverte RFI en 2014 également. Marema Fall qui marche très fort et qui va venir sur scène tout de suite, le temps de vous accompagner lors de votre dîner et de revenir pour la remise des prix. Marema Fall, que je vous demande d'applaudir. Le dernier son, bien sûr, et tout en vous souhaitant encore une bonne soirée et puis bon appétit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des femmes d'affaires ici? À mon avis, il n'y a que ça. Hein? Mais où sont les femmes d'affaires? Vous n'êtes pas nombreuses. Où sont les hommes d'affaires? Est-ce qu'il y en a? Merci beaucoup. Nous allons passer aux remises de prix. Nous allons commencer par le projet innovant, ce prix qui sera remis par l'économiste Dr Ousmane Biram Sané, que nous appelons, s'il vous plaît. Les membres du jury du concours projet innovant sont là. À ma droite, le professeur Dante, qui est donc directeur de l'école doctorale de mathématiques. À ma gauche, le professeur Bassirouba, qui est aussi directeur d'une école doctorale de physique-chimie. Donc, c'est d'abord des mots de remerciement aux organisateurs des doctorales pour avoir reconduit encore cette année ce concours de projets innovants. Cette année, nous avons eu 3 compétiteurs. J'espère qu'ils sont tous là. On avait 3 projets. Le premier projet, c'est le projet de mise en place d'une pédagogie de la classe inversée dans les lycées et collèges, qui a été présenté par M. Julien Gomis. Le deuxième projet, c'est un cabinet conseil, un cabinet conseil multiservice qui a été mis en place, donc qui a été proposé par Mme Dabret John et Mohamed Eyine. Et enfin, le troisième projet, c'est Sénégal Service Énergétique, qui a été proposé par M. Youssef Si et Lamine Chao. Donc le concours a consisté pour chacun de ces promoteurs d'exposer son projet pendant 10 minutes et de répondre aux questions des membres du jury en 5 minutes. Puis le jury délibère en procédant à une notation sur 100
Et il y a cinq critères de notation. Il y a d'abord la forme sur 20, il y a la pertinence du sujet, il y a sa viabilité, il y a l'innovation de tout sur 20 et enfin l'exposé oral du candidat. Donc je vais laisser le professeur Dat vous dévoiler les résultats de ce concours projet innovant. Donc merci. Comme l'a rappelé Ousmane, tous les projets ont été très bien appréciés. Et il a été difficile de faire le départage. C'est au terme d'une longue discussion des membres du jury que finalement c'est le projet de Sénégal Service Énergétique qui a été classé premier. Merci Chapeau. Merci. Nous appelons le professeur Belsidina Kogebaï pour la remise de prix, s'il vous plaît. Voilà, le prix est là. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un mot avec vous, professeur. Il n'a qu'à continuer dans ce secteur avec la même énergie. Il ne faut pas que l'énergie s'évapore en chemin non plus. D'accord? Allez, bonne continuation. Avec le prix Ma thèse en 180 secondes et nous appelons le professeur Abdoulaye Samb. Alors merci beaucoup. Alors ma thèse en 180 secondes. Nous avons eu 9 candidats qui ont participé à ce concours. Et le jury était composé donc de moi-même, du Dr Sophie Lanon, qui est directeur de recherche à l'unité 408 donc, de l'INSERM à Paris, qui est ici en mission dans notre laboratoire. Et puis de Dr Modiao, qui est un assistant au laboratoire donc, de physiologie. Alors, 9 candidats. Et le premier est M. Joël Romaric. Le gagnant. Le gagnant, Joël Romaric. Joël Romaric qui peut nous rejoindre dès à présent. Je ne sais pas, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Son représentant, vous voulez le présenter là-bas? Oui, on va peut-être un doctorant vient de le présenter. Voilà. Et nous appelons en même temps Mme Fatou Cissé, coordinatrice du projet NoCore, qui a contribué dans la réussite de ces doctorales. Le prix sera remis par Mme Fatou Cissé, coordinatrice du projet d'emploi. Toutes nos félicitations. Un mot avec Mme Cissé. Le projet d'emploi a contribué à la réussite de ces doctorales. Pourquoi? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par féliciter cette excellente initiative d'organiser des doctorales communes. Je félicite les organisateurs, en particulier mon collègue et ami, le professeur François Cabral, en particulier pour son engagement pour la promotion de la recherche ici. Pourquoi nous pousse à intéresser à donner des récompenses aux lauréats? C'est parce que NoPro est un projet de recherche collaboratif qui a regroupé 20 institutions dans le monde. C'est un projet qui a démarré depuis 2012 et qui termine en 2017. Actuellement, il est financé par l'Union européenne qui le considère comme le plus grand projet de développement qu'il ait financé. Nous allons passer maintenant au prix meilleur projet de l'éloquence. Et nous allons appeler le très éloquent professeur Samba Thiam. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, avant de livrer les résultats de notre jury, je souhaiterais saluer l'assistance, les personnalités qui sont là, en vos rangs, titres et qualités. Et j'en profite pour féliciter les organisateurs. Je me réjouis à l'idée d'un collège des écoles doctorales. C'est une magnifique chose. Je remercie les directeurs des écoles doctorales. Ceux qui m'ont précédé ont déjà présenté l'intérêt
qui s'attachent aux études doctorales. Pour ce qui concerne notre jury, les personnes qui m'entourent en étaient les membres, des professionnels, des magistrats, des avocats, des enseignants. Ça a été très difficile pour nous. Tout le monde méritait d'obtenir un prix. Il y avait une participation considérable. Nous avons eu du mal à procéder à une sélection vraiment remarquable. Nous n'avions pas le choix. Nous avons organisé un second tour. C'est à la suite de ce second tour que nous avons fini quand même par les classer. Nous avons 1 jusqu'à 4. Nous allons vous donner les noms. Les candidats depuis pratiquement ce matin courent après nous. Même tout à l'heure, nous étions gênés de croiser leur regard. Je ne voulais pas que ce soit moi qui prononce les noms. J'ai décidé de prendre mon jeune collègue, Mohamed Ba, je vais les livrer. Alors, comme il dit, hein, je suis l'agneau du sacrifice, mais je vais quand même faire un effort pour enfin livrer ces noms, comme il a dit. Ça a été un travail très difficile pour les départager, mais à l'issue quand même, nous en sommes parvenus. De ce coup, en première position, nous avons choisi le candidat Mbaye Diouf. Donc c'est Mbaye Diouf qui est sorti premier. Mbaye Diouf, s'il peut nous rejoindre dès à présent. C'est ça. Donc en deuxième position vient Papa Saliou Gueye. Papa Saliou. Papa Saliou. Et en troisième position, on a... Est-ce qu'il est là? Papa Saliou n'est pas là? Oui, tout à fait. Alors, en troisième position, on a eu Omar Sow. Omar Sow. Et en quatrième position, Abdou Salam Koli. Toutes nos félicitations. On va passer à la remise de prix avec le professeur. Ouais, c'est les professeurs qui vont remettre carrément le prix avec raison. C'est le procureur qui va le remettre le prix. Ah, il est gâté. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et le dernier mot du professeur. Oui, remercier énormément tout le monde et dire à Mbaye Diouf, si j'avais entendu Dieu et le prophète, vous n'auriez pas eu ce prix. Scientifiquement, nous vous avons retenu. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Nous avons pensé aux aînés de l'UCAD et nous allons appeler le professeur Ahmadou Wagué, le physicien, qui va nous rejoindre. Alphonse Tine n'est pas là, mais nous allons appeler également le professeur Ben Sikina Toguebaï parce qu'il y a une surprise pour tous ces professeurs. Le professeur Mamadou Sangaré également, s'ils peuvent nous rejoindre pour qu'on leur donne leur surprise avec Amadou Wagué également, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Les aînés de l'UCAD, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Professeur Salim Matawat également était prévu, le professeur Chersad Boubou également, professeur Abdoulaye Sarro également, Pape Bassi, Amin Khan, qui sont certainement pas là, mais Amin Khan, les représentants, voilà. Pape Bassi, voilà. Le professeur Atlantique s'était représenté. Je suis honoré d'être à côté de ces grands messieurs, de ces grands directeurs. Vous pouvez le dire avec le micro. Oui. Non, je disais que je suis honoré d'être devant ces grands messieurs. Parce que, à côté de ces grands messieurs, et pourquoi d'abord, je suis vraiment très satisfait de cette soirée qui permet de mesurer tous les efforts qui ont été faits, mais qui permet de mesurer également le parcours qui a été fait avec ces écoles doctorales. Sous la supervision du professeur
Ben Sidina Toguebaye, qui est directeur de la recherche. Je me vois avec mes trois collègues anciens directeurs d'école doctorale, professeur Wagué, professeur Santari, qui est devenu par la suite directeur de l'enseignement supérieur. Je vois professeur Sam, jeune directeur. C'est pourquoi je dis, je salue tout l'effort qui a été fait, parce qu'au début, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Tout au début de la réforme LLB, quand il fallait mettre en place ces écoles doctorales, c'était une vie pour le désert, nous pouvons dire. Et aujourd'hui, qu'on en arrive à ce collège des écoles doctorales, vraiment on peut mesurer tout le parcours qui a été effectué, et ce parcours a été brillant. Donc, tous nos encouragements à ces jeunes directeurs d'école doctorale, et puis, avec le vent, laissez-nous emporter. Beaucoup de succès au doctorat, beaucoup plus de thèses, beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de prix dans la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est parce que justement ils sont reconnaissants qu'ils ont décidé de vous offrir ces cadeaux et nous appelons Biram Sen, Fatou Kilesila, Landine Biaï, Magda Réunion, ces doctorants qui ont décidé de vous honorer vous, cher professeur. Lawson. Voilà, on va y aller. Très beau tableau. Merci. Fatou Kilesila pour le professeur Ben Sikina Toguebaye. Félicitations, merci beaucoup. Landine Biaï va remettre au professeur Mamadou Sangaré. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très joli tableau également, offert par les doctorants par reconnaissance. Magda Réunion va remettre un tableau également au professeur Samba Thiam. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Awaba va remettre au professeur Laïsombe. Voilà. Tout le monde est gâté. Pierre Lawson. Pierre Lawson, on y va. Amadou Wagué, physicien. Toutes nos félicitations. Moussa Traoré va remettre le tableau du professeur Alphonse Tine, qui n'est pas avec nous mais qui est représenté. Voilà, félicitations. Voilà. Le chef département. Voilà. On va avoir une photo de famille avec les doctorants. Hein. Voilà. Professeur Selma Tawad, elle s'est fait représenter par le chef de département de géographie. De biologie. La photo de famille par là, avec les professeurs. Voilà. Pour Salimata. Pour Salimata, ouais. Salimata. Et c'est Lawson qui va remettre. Voilà. Professeur Salimata, donc aussi qui est honoré par les doctorants sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Maintenant la photo de famille. Là, mettez-vous là. Les doctorants au cours. Voilà. Il y a des petits doctorants et des grands doctorants. Très jolie photo, moment d'histoire. Merci. Merci beaucoup pour vos applaudissements, s'il vous plaît. On va appeler le professeur Joseph Cabral pour
lever peut-être la séance. C'est la fin. On va donc donner la parole au professeur Cabral pour l'épilogue. Merci beaucoup, professeur. Voilà, je pense que ceci met un terme au doctoral 2016, première édition des doctorats communes. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à remplir le challenge. Je veux noter les sponsors, en particulier le projet Non pour eux qui va offrir une machine pour le concours éloquence, mais également pour le concours Maltese en 180. Ce sont les deux qui vont être dotés. Donc, féliciter également tous ceux qui sont là. Je pense que les doctorants ont bien assimilé la leçon, notamment celle d'Amélie Dabo, parce qu'il faut toujours se donner les moyens d'aller le plus loin possible. Également, marquer notre reconnaissance à tous nos aînés. Le professeur Dott l'a dit, il avait été agréablement surpris, nous aussi, de voir qu'en un lieu, le mercredi, à la place du souvenir, qu'il y ait une telle concentration de chercheurs et surtout la crème de ce que l'UCAD a produit depuis le début. Ce fut un moment vraiment de célébration de la science. Et tout de suite, nous nous sommes dit, on va commencer à préparer la prochaine, parce que non seulement nous voulons les avoir, mais nous voulons écrémer pour aller chercher ce qui se fait de meilleur à Saint-Louis, ce qui se fait de meilleur à Bambey, et ce qui se fait de meilleur à Ziguinchor. Pour finalement aller vers une fête vraiment nationale de la science, où en nous côtoyant, ce que nous ne savons pas, nous le révélons à tout le monde. C'est le prochain défi qui nous attend en tant que collège des écoles doctorales, en nous disant que pour être visible, la meilleure façon de le faire, c'est de révéler nos outputs. Ce sont nos thèses qui tombent. Fort heureusement, de plus en plus, ça arrive. Et c'est également des recherches pointues qui se font dans des domaines et qui ne sont pas connus du grand public. Donc, nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous nous excusons d'avoir été un peu tardifs, et surtout à l'endroit des aînés, avec le professeur Aline Kahn, qui doit voyager là et rester assez tard avec nous, parce que nous voulions l'honorer dans son domaine et pour ce qu'il a fait. Donc, merci à tout le monde et on se dit à la prochaine édition. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.